Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Antares sut qu'il devait satisfaire le vieux rite, la quête d'une satiété commune dans le labyrinthe si souvent parcouru. Il ne ressentit ni douleur ni surprise, mais une frayeur stupéfaite en s'apercevant que le plaisir et la douleur ne sont pas successifs mais simultanés, qu'on peut être vivant et mort en même temps, sans paradoxe ni solution de continuité, comme ces organismes qui sont à la fois plantes et animales, qui appartiennent à la terre et à l'air, à l'eau et au feu, avec la même intensité et une identique vocation. Je voulais attirer votre attention sur la qualité littéraire de Ricardo Menéndez Salmón, qui est publié chez Jacqueline Chambon. Son dernier roman s'appelle « Enfant dans le temps ». C'est traduit de l'espagnol par Jean-Marie Saint-Lut. Et là aussi, extrême qualité de la traduction. C'est des mots de minuit. Nous allons parler du réjouissant combat des idées aux farouches volontés de terrain. Des mots de minuit, l'émission. En voici le sommaire. Il est philosophe, sociologue, connaît le religieux pour l'observer attentivement. De lui, on peut retenir que la guerre des civilisations n'aura pas lieu ou que l'islam est aujourd'hui habillage plus que fondement ou racine du terrorisme. Sinon, Raphaël Liogier est pour le revenu universel et pour une gouvernance mondiale. Bref, de quoi penser contre soi. Il est auteur, comédien et a fait le tour du cadran, c'est le nom de la compagnie fondée avec son frère et dont Aude Léger est le troisième larron. Pascal Reverte revient de loin, de là où la mort est à 2 pas. Il métabolise aujourd'hui cette expérience singulière dans I Feel Good, une comédie qu'il voudrait sous morphine pour reconstruire un moment de mémoire oubliée. Elle est née en Israël, a poussé aux Pays-Bas avant de se partager entre Paris et New York. Le métissage est garanti, comme sa poésie, Keren Anne pour la musique. Des mots de minuit, numéro 530. Heureux d'avoir sur ce plateau 2 singularités. Alors d'un côté, on vient de le dire, le philosophe, le sociologue, de l'autre, l'auteur, le metteur en scène, accessoirement l'acteur, mais aussi quelqu'un qui a connu une expérience limite, puisque vous avez été mort, ou presque. Vivant et mort, comme vous le lisiez en préambule. Effectivement, il y a 7 ans, je me suis retrouvé dans un service de réanimation, diagnostic vital engagé. Et 7 ans après, il m'a été nécessaire, non pas de revenir sur cet épisode biographique, mais d'essayer de retrouver ce mécanisme du souvenir qui, 7 ans après, fait que je suis complètement vivant, là, pour le coup. Oui, ça se voit. N'est-ce pas? I Feel Good. Hein. I Feel Good, c'est le titre, effectivement, de ce texte. Pièce de théâtre, c'est au Théâtre des Déchargeurs à Paris. À côté de vous, il y a philosophe, sociologue, mais d'abord un penseur. Alors, si j'essaie de vous situer un peu mieux que ce qu'a dit le sommaire, je dirais que vous êtes un libéral, hein, mais un libéral au sens de la liberté. Vous allez expliquer pourquoi dans une seconde, Raphaël Liogier. Par ailleurs, vous êtes pour la suppression de l'impôt sur le revenu, pas forcément pour la suppression de l'impôt. Vous êtes pour le revenu universel. Vous êtes pour une gouvernance mondiale. Vous avez des oncles qui ont pu être très riches. Donc, chez vous, la question de l'héritage est centrale et elle fera sans doute l'objet d'un prochain essai. Est-ce que vous êtes gauchiste, comme on disait dans l'ancien temps ? Moi, je ne sais plus ce que ça veut dire être gauchiste, parce que déjà, être à gauche, à la limite, mais être gauchiste, ça voudrait dire être une sorte de doctrinaire de la gauche, et je crois qu'aujourd'hui, la gauche a eu tendance à se dissoudre profondément, enfin, en même temps que la droite, d'ailleurs. Donc, quand je dis que je suis libéral, évidemment, je ne veux pas dire que je suis néolibéral, je ne veux pas dire que j'appartiens à cette mouvance d'économistes dits néolibéraux qui ont fait une OPA sur la définition même de ce que c'était que le libéralisme. Marx était libéral puisqu'il voulait libérer l'homme. Donc pour moi, le libéralisme, c'est ce libéralisme de Benjamin Constant, c'est le libéralisme de la Révolution française. Enfin, en gros, c'est les droits de l'homme. Et c'est partir avec les mêmes chances sur... Et voilà, c'est-à-dire qu'on parle souvent de compétition. Moi, je préfère critiquer le néolibéralisme à partir de ses propres principes supposés,
hein, par exemple en disant, ben, voilà, les néolibéraux parlent sans cesse de compétition. Mais qui accepterait qu'on mette en place une compétition avec des individus qui partiraient avec une Ferrari, d'autres à pied et d'autres à vélo? C'est même pas pour être juste au sens social du terme, c'est tout simplement que ça ne serait pas efficace, ça ne révélerait pas qui sont les meilleurs. Donc voilà, je veux dire, la liberté, pour pouvoir s'exprimer, elle a besoin d'un minimum d'égalité, du moins à la base. C'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de contradiction essentielle en disant je suis libéral et en même temps, oui, je suis profondément social, profondément pour une forme de solidarité. Votre dimension sociale à vous, les frères Reverte, et puis il y a un troisième, enfin il y a une Laronne. C'est ça, Aude Léger. Hein, il y a Aude Léger, donc vous travaillez à trois, vous avez fait théâtralement un triptyque, et par ailleurs vous mettez en scène à tour de rôle. Et il y a aussi quelque chose qui peut vous présenter, c'est le fait que vous travaillez tous les trois sur une scène intermédiaire dans une ville, à côté de Compiègne, donc on est dans l'Oise. Quelle est votre réalité de terrain ? Alors, c'est déjà une réalité d'une communauté de communes. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une ville, mais 17 communes qui sont réunies dans une communauté de communes qui s'appelle Pays d'Oise et d'Alatte, donc qui la situe géographiquement. Alors, c'est l'intermédiaire, on se pose la question, intermédiaire entre quoi et quoi on aime à croire que c'est finalement intermédiaire entre les œuvres artistiques qui y sont portées et le public d'un territoire. Et ben, servir le public d'un territoire, c'est quoi? C'est finalement aller à sa rencontre, c'est imaginer les modèles de création qui permettent d'intégrer ce public, mais pas en devançant ce qu'il souhaiterait, mais en cheminant de concert autour de plusieurs disciplines. Nous représentons le théâtre, mais la danse est très représentée, la musique également, bien entendu. C'est un lieu interdisciplinaire. Et c'est un lieu qui aussi fait la part belle à une certaine collégialité dans le fonctionnement, c'est-à-dire que nous sommes des artistes, donc nous créons, mais les élus comme le personnel administratif nous fait confiance pour participer avec eux à la vie de ce lieu, à sa réalité, à sa vie au quotidien. Et donc au-delà de nos charges de création, on a aussi un travail administratif, de conception, de modélisation, en liaison avec le personnel administratif et les élus. On va revenir sur tout ça tout à l'heure. On entame cette conversation avec La guerre des civilisations n'aura pas lieu. Coexistence et violence au XXIe siècle, le CNRS édition, signé par Raphaël Liogier. Raphaël Liogier, avant d'aller dans votre démonstration, qui est roborative et réjouissante, votre conception de l'homme, qu'est-ce que c'est? Et parce que vous m'avez fait, quand je vous regarde sur les cours qui sont en ligne, vous m'avez fait éclater de rire. Je voulais simplement vous montrer une image et je voudrais qu'à partir de cette image, vous me définissiez votre conception de l'homme. Cette image, la voici. On est au début des années 1980. Regardez. On est dans la cour de l'Élysée. C'est une 2 chevaux. Et c'est la 2 chevaux de la femme de M. Fabius. Et qu'est-ce que ça dit, cette 2 chevaux, qui n'est pas dans la cour de l'Élysée, qui est dans la cour de Matignon? On est dans les années 80. Et donc on a un Premier ministre, ou la femme d'un Premier ministre, qui arrive dans la cour de Matignon en 2 chevaux. Qu'est-ce que ça dit de l'homme? Vous dites à un moment, dans un cours comme ça, je vous ai vu dire, tout le monde veut faire son malin. Et à partir de là, on peut discuter. C'est-à-dire que moi je crois que l'homme, une des caractéristiques de l'homme, enfin même sa caractéristique essentielle, ce n'est pas seulement le désir de survivre, que j'appelle le désir de survivre, non seulement le désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux, ce que j'appelle le luxe objectif, c'est un luxe mais on pourrait s'en passer. Par exemple le fait de justement d'aller chercher sa nourriture, non pas à pied mais en voiture, on économise de l'énergie, mais il y a une strate qui est au-dessus, que j'appelle justement la strate narrative, c'est le fait de se raconter, de faire son malin finalement, c'est le désir d'être. Le désir d'être qui ne peut être justifié que par la manière de paraître. Et ça provoque des choses qui sont étranges. C'est-à-dire que un Marseillais qui veut faire son malin, il va vouloir exprimer ce désir d'être dans une Lamborghini, par exemple. Mais en sens inverse, un individu qui est au sommet du pouvoir, bien, il peut vouloir exprimer son désir d'être justement avec une 2 chevaux. Justement, alors qu'à côté de ça, il possède un hôtel particulier dans le 7e arrondissement ou dans le 5e arrondissement, mais en même temps,
il y a une manière de désirer faire celui qui est modeste. On n'arrive pas à s'en passer. C'est-à-dire que même les individus silencieux, quelque part, sont bruyants dans leur manière d'être silencieux, dans leur désir d'être, dans leur manière de s'exprimer. J'entends là la notion de distinction. Est-ce que vous êtes bourdieusien ? Moi, ce que je crois en tout cas, c'est que Pierre Bourdieu a beaucoup apporté, justement en montrant que ce qui était peut-être essentiel, au-delà du capital économique, ce qui faisait c'était le capital symbolique, c'est-à-dire la reconnaissance, le capital qui permet d'être reconnu, et donc qui permet justement de faire son malin à ses propres yeux et aux yeux des autres. Et en cela, je pense que Bourdieu a apporté beaucoup. On a dit que Bourdieu était excessivement marxiste. Il a démontré le contraire dans un de ses derniers livres, qui s'appelle Méditation pascalienne, où il dit qu'il est avant tout pascalien, c'est-à-dire qu'il est critique du décorum, il est critique de toutes ces formes qui permettent de légitimer l'homme, justement, par exemple les médecins qui mettent des chapeaux pointus et qui, du coup, n'ont pas à être si efficaces que ça, parce que c'est une démonstration au sens esthétique du terme avant d'être une démonstration au sens scientifique. Ouais. Donc moi je crois, je dirais, au-delà de Bourdieu, je dirais que je suis pascalien dans ce sens-là. Oui. On en arrive à la guerre des civilisations n'aura pas lieu. Vous dites aujourd'hui qu'on vit dans un monde globalisé et que notre civilisation, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas plusieurs, donc il n'y aurait pas d'un côté une civilisation qui aurait ses fondements en Occident ou dans la chrétienté, et de l'autre une autre civilisation qui aurait ses fondements dans l'islam, qu'il soit réel ou dévoyé. Pourquoi en êtes-vous si sûr ? Déjà parce que je ne comprends même pas qu'on n'en soit pas sûr, à vrai dire. C'est ça que je trouve assez fascinant. C'est-à-dire que, puisque vous m'avez posé la question sur ce qui fait l'homme en particulier, justement, c'est ce que j'appelle ce désir d'être. Or aujourd'hui, via ce que j'appelle le grand bain informationnel, cette espèce de grand bain d'information à l'échelle planétaire, il y a une circulation massive des désirs. Mais massive. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de commun désir d'être à l'échelle planétaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différenciations. Les différenciations et les frustrations sont d'autant plus fortes qu'il y a une civilisation globale. Parce que quand je dis civilisation globale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence. Il y a encore plus de violence. Il y a un retournement même de la violence vers l'intérieur. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication même des identités, une multiplication et une extension des angoisses. Il y a une multitude de choses. Mais si vous voulez, quand un individu qui est au fin fond du Sahel, via YouTube, via Facebook, raconte sa vie. Et Facebook, c'est une manière donc d'être humain, donc de raconter sa vie dans ce monde virtuel, et qu'il a le sentiment d'être près d'un autre individu qui vit sur la 5e avenue à New York. Il a le sentiment d'être presque pareil que lui, de boire du coca, de vivre un peu comme lui. En même temps, il est très différent. Et il y a ce que j'appelle des effets de vitrine globale. Il pense qu'il est juste à côté, mais en même temps, il ne peut pas, il a envie de casser la vitre. Et donc il y a des effets de frustration et des effets de violence qui sont très différents des effets entre civilisations qu'on a pu connaître jadis. C'est ce que Bayou appelle le désir d'Occident, qui est de toute façon frustrant en permanence. Mais qu'est-ce qui fait la globalité de la civilisation ? C'est-à-dire, quels sont les principes à la base ? Donc, vous êtes contre le différentialisme. Donc, différentialisme, c'est une façon sociologique de percevoir le monde, avec des différences radicales qui ont abouti au racisme, etc. Vous êtes pour un relativisme culturel qui est basé sur, on a tous en commun quelques principes humains fondamentaux qui nous font. Et c'est ce qu'on oublie souvent. Quand on parle de relativisme, on a le sentiment que ça veut dire qu'on tolérait tout de n'importe qui. C'est-à-dire que moi, mes étudiants, parfois, à la fin d'un cours, j'ai un étudiant un jour qui est venu me voir, qui m'a dit, mais vous êtes relativiste, donc vous tolérez tout, vous toléreriez même l'excision. Je dis, absolument pas. Un différentialiste, il tolérerait l'excision, parce qu'il pense que l'autre est complètement différent, il a une vision zoologique de l'autre, il peut l'admirer, mais en même temps, ça le regarde, ce qu'il fait, ses pratiques. Alors qu'un relativiste, dans relativiste, il y a relation, c'est ce qu'on oublie souvent. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un fondement commun, et on ne saurait tout accepter, bien au contraire, lorsqu'on est relativiste. Maintenant, sur la question de pourquoi est-ce qu'on est dans une civilisation globale, déjà, il y a une chose très simple. Une civilisation, c'est un calendrier commun. Il y a un calendrier commun à l'échelle planétaire. Il y a une répartition du temps avec un calendrier commun. Il y a une science commune. Les universités en Chine ou les universités en Afrique, elles sont moins bonnes. Ou à Aix-en-Provence. Elles sont moins financées, elles sont plus vétustes, tout ce qu'on veut.
Mais enfin, elles sont notées de la même manière. La médecine, elle est plus ou moins accessible, mais on a une médecine qui est plus ou moins commune. On a une manière de construire des routes qui est plus ou moins la même. On a des marques d'avions comme Boeing ou Airbus, qui sont les mêmes que ce soit la Saudia Airlines ou l'American Airlines. Donc, je crois que là, on est en train de c'est pour ça que je parle du regard de l'extraterrestre. Ici, je commence comme ça, d'ailleurs, si un extraterrestre regardait notre planète de loin, il dirait, mais que disent ces gens lorsqu'ils parlent de différentes civilisations? Ils veulent dire qu'ils se détestent. Bon, d'accord, mais bon, ça, c'est pas la peine d'appartenir à deux civilisations différentes. Au contraire, on hait les petites différences aujourd'hui. On a peur de l'autre, justement parce que quelque part il nous ressemble, parce qu'il semble avoir les mêmes désirs que nous, et comme il n'est pas tout à fait pareil, on a peur qu'il nous prenne le fromage qui est à notre table. Donc c'est ça qui aujourd'hui pose problème. Mais même à l'intérieur, j'ai essayé de le montrer dans le livre, la plupart des religions, on a cette représentation d'une guerre de civilisation qui serait fondée sur les religions, alors que quand on regarde de plus près, on se rend compte que les vrais conflits sont à l'intérieur des mêmes religions. Par exemple, dans l'islam, à l'intérieur, c'est entre chiites et sunnites, et pas entre islam et christianisme. Et les terroristes tuent plus de musulmans que d'occidentaux. Vous écrivez ceci, parce que je trouve que ce qui est extrêmement important quand on vous lit, c'est que ça casse un certain nombre de poncifs. On parlera du voile dans une seconde, mais vous nous permettez de penser contre nous, contre nous-mêmes. On peut penser contre soi quand on vous lit. Or, il y a le temps de la démonstration. Or, on n'est plus dans cette temporalité-là. Et ça, c'est quelque chose qui est... Il faut comprendre aussi que moi, j'ai pensé contre moi-même en écrivant le livre aussi. Vraiment. Le fondamentalisme ne se définit pas forcément contre l'Occident, comme en témoigne l'existence d'un fondamentalisme nord-américain qui entend au contraire le sauver. Comme tous les mouvements réactionnaires, il vise à protéger la tradition contre un mal omniprésent. Le fondamentalisme s'alimente au sentiment de faiblesse, d'injuste oppression et se traduit toujours par une certaine paranoïa, la perception d'un complot, voire chez certains individus, dans une version plus pathologique, par des délires de persécution. C'est en tout cas la traduction d'un manque qui touche l'identité et qui entraîne une réaction de retranchement vers des origines reconstruites, vers des racines, une communauté et le désir de redresser le monde. L'occidentalisme d'origine islamique ne conditionne pas seulement le terrorisme transnational, des idéologies anti-occidentales confinées au Moyen-Orient. Il s'est progressivement infiltré au cœur des sociétés industrielles, avancées à partir des années 1980 dans les deuxième et troisième générations des populations issues de l'immigration, pour la France en particulier, issues de l'immigration maghrébine. Et vous dites un peu plus loin, le fondamentalisme est ici au service du passage de la situation de minorité passive qui subit le regard discriminatoire de l'autre, première génération d'immigrés, à celui de minorité active qui entend se distinguer activement et, s'il le faut, provoquer le regard de l'autre, en l'occurrence du français de souche et des occidentaux en général. Une telle minorité active se voit à la fois assiégée et l'avant-poste d'une rénovation. Donc là, on voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'islam, ça n'a pas grand-chose à voir avec le texte, mais pour le coup, pour des gens qui se radicaliseraient, racines, mais il n'y a pas de vrai retour aux racines, hein, comme vous le dites. Il y a d'abord une pauvreté symbolique et une pauvreté matérielle. Oui, c'est-à-dire que c'est toujours cette histoire de... Vous avez bien fait de commencer par ce que je évoquais comme étant le désir d'être, parce que à un moment donné, ce désir d'être, il peut être l'objet d'une certaine satisfaction. Mais évidemment, sans s'inverse, il peut être l'objet d'une grande frustration. Et ce qu'on observe dans l'évolution, ce que j'évoque comme passage de minorité passive à minorité active, c'est qu'à un moment donné, il y a le désir chez les jeunes générations, qu'on appelle pudiquement issues de l'immigration, de ne plus chercher à ressembler à ceux qui sont au centre, à ceux qui font la culture dominante. Donc il y a une sorte de décrochage en quelque sorte. Et ce décrochage, il va être très mal perçu aussi par la société dans son ensemble. Et c'est à partir de là où on va commencer à parler de sauvageons des cités, où on va accuser cette partie de la population de prendre les emplois. Il va y avoir, c'est les années 80, en même temps c'est le chômage endémique, et c'est aussi à ce moment-là où on va avoir, pour la première fois, dès la fin des années 70, début des années 80, le terrorisme international. Et tous ces phénomènes vont se lier dans la conscience collective. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut tenir le discours que vous tenez ? On est dans un état d'urgence.
vous avez initié une pétition contre les dérives autoritaires du gouvernement actuel. Comment est-ce qu'on peut entendre ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous démontrez dans ce livre, dans cet essai, à savoir que la guerre des civilisations n'aura pas lieu et qu'on se tromperait en faisant du musulman ou de l'arabe l'ennemi désigné? Alors, bon, déjà, moi, je ne suis pas angélique du tout. Je suis aussi soucieux d'assurer ma sécurité et la sécurité de ma famille, et donc je suis pour la sécurité. Mais je crois qu'on se trompe de diagnostic. Et si vous voulez, qui accepterait qu'un médecin entreprenne une thérapie sans avoir fait un juste diagnostic? Or, aujourd'hui, je crois qu'au lieu de faire le diagnostic, l'État est immergé lui-même dans l'imaginaire de la guerre de civilisation. Or moi, j'ai remarqué dans mes enquêtes, ce que j'ai essayé de montrer, mais c'est des enquêtes très fraîches, pour ainsi dire, c'est qu'il y a un nouveau fondamentalisme qui n'existait pas dans les années 80-90, où effectivement les terroristes étaient aussi des fondamentalistes, hein, des gens qui étaient endoctrinés théologiquement, intellectuellement. D'ailleurs, tous les terroristes du 11 septembre sont tous quasiment des intellectuels ou des gens qui ont pratiqué la théologie. Non, là, on a d'un côté un nouveau fondamentalisme qui est, je l'appelle amish un petit peu, c'est-à-dire en retrait du monde, qui se focalise sur les mœurs, sur les questions de sexe, les questions de nourriture, et qui peut être impressionnant. Parce que ce sont des gens qui veulent ressembler à des bédouins du 7e siècle, être proches de l'image qu'ils ont du prophète, mais en même temps, ils sont absolument antiterroristes. Et d'ailleurs, ces fondamentalistes-là sont visés par les sites de Daesh, parce qu'ils opèrent sur le même marché, mais en concurrence, et ils dépolitisent les jeunes, finalement. Donc ça serait une bonne nouvelle. Et à côté de ça, on a un nouveau phénomène assez inquiétant, mais que le gouvernement ne vise pas du coup, parce qu'il se refuse à le voir, puisqu'il pense que le fondamentaliste, c'est forcément lui qui est notre ennemi. C'est ce que j'appelle les nouveaux voyous ou des nouveaux ninjas de l'islam, des gens qui sont des caïds déchus, qui ont tous voulu passer par être des caïds, même Mohamed Merah, il a voulu entrer dans l'armée, ou par la drogue, ou même dans la pornographie, les frères Kouachi, ou toute une série d'autres choses. Et on voit que leur point commun, c'est l'absence du père, c'est des grandes difficultés psychologiques pour exister dans le monde, un problème de virilité, et qu'à un moment donné, ils ne sont pas endoctrinés, mais embrigadés. Et que Daesh a parfaitement compris ça, Daesh ne fonctionne plus avec l'idéologie Al-Qaïda. Sauf pour les recruteurs Sauf pour les recruteurs qui, eux, sont effectivement l'ancienne génération. Sont idéologisés. Voilà, eux, ils sont idéologisés. Par contre, la chair à canon, elle, n'est plus idéologisée. Du coup, je veux dire, regardez, vous êtes en train de dire, avoir une politique dure, ça serait interdire l'arabe éventuellement dans les mosquées. Mais il n'y a pas un seul des djihadistes qui sont intervenus sur le sol français, à part le Syria, qui parle arabe. Il n'y en a pas un seul qui est passé par une formation théologique de fond. Pas un seul qui est passé par une intensification progressive de sa pratique religieuse. Donc moi, je ne suis pas là du tout pour dédouaner l'islam. Je suis là pour essayer de montrer à l'État et même à nos concitoyens qu'en fait, il y a deux phénomènes distincts et que l'État nous dit c'est par le fondamentalisme qu'on devient terroriste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus compliqué, mais évidemment, la voie simple, c'est de dire c'est la guerre de civilisation et de rassurer les citoyens comme ça. Surtout en état d'urgence. Voilà. Et vous écrivez par exemple ceci, et on va... Pour boucler ce point sur la guerre des civilisations et sur le fondamentalisme, à un niveau plus profond néanmoins, moins épidermique, les fondamentalistes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens par exemple, se retrouvent sur les mêmes valeurs dites traditionnelles, sur la critique de la société de consommation et du libéralisme des mœurs. Les fondamentalistes au pouvoir en Turquie ont d'ailleurs un programme politique assez proche de celui que l'on trouve dans les partis des droites chrétiennes européennes. Voilà ce que vous dites. On va s'arrêter sur quelque chose qui est forcément, évidemment, polémique, quoique c'est la burqa. Je voudrais qu'on passe un extrait d'un documentaire que vous citez dans votre essai, documentaire sociologique d'Agnès Deféo. Hein, c'est un travail de terrain. Elle a travaillé pendant 7 années avec l'Observatoire du religieux d'Aix. Qui existait à l'époque, dirigé à l'époque. Oui. Et pour le coup, il s'agit de paroles de femmes voilées. Et ces paroles de femmes voilées illustrent assez ce que vous dites dans ce livre, c'est que ce n'est pas parce que on porte la burqa qu'on est radicalisé ou qu'on est intégriste. Vous dites, quand on porte la burqa, ça peut aussi être essentiellement un problème d'identité et d'être pour le coup. Mais attention,
je ne veux pas dire qu'on n'est pas radicalisé, c'est-à-dire qu'on peut être radicalisé, vouloir revenir à la racine, mais par contre une forme de radicalité qui n'engage absolument pas au djihadisme. Oui, tout à fait. Même qui est complètement opposé finalement au djihadisme. C'est ça que je veux dire. C'est une radicalisation de l'intime. Voilà. En fait, et en même temps, moi je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je ne veux pas le défendre en disant ça. Je dis c'est différent. Alors, dans ce documentaire qui a été produit par Sassana Productions en 2010, ce que dit Agnès de Féau, c'est qu'il s'agit de montrer la réalité de ce que sont ces femmes qui portent notamment la burqa, sans phare ni fantasme, dit-elle, pour se débarrasser des idées reçues qui plaquent sur elles les poncifs les plus ridicules. Extrait. Avec mon vêtement, moi je suis heureuse. Moi c'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Je fais de mal à personne. Je n'agresse personne, je ne critique personne, je veux du mal à personne, je leur veux que du bien. J'aime tout le monde, hein, j'aime tous les gens, même ceux qui m'insultent, ça m'arrive de les aimer, je leur pardonne. Parce que Dieu dans le Coran, il dit pardonne et oublie. Je suis épanouie, je suis heureuse. Je vis ma vie normalement comme n'importe quel individu. Je veux dire que bon, ben voilà, j'ai un logement, j'ai des enfants, j'ai un mari, je paye mon loyer, je cotise. Je suis comme tout le monde, hein. Je porte les caddies des vieilles dames dans le métro, je laisse ma place dans le métro. Mes parents sont pas je suis pas du tout une culture arabe. J'ai pas on me dit oui, tu mets ça parce que tu es soumise. Je suis pas mariée, donc on peut pas dire que c'est mon mari qui m'a forcé à le mettre. Voilà, je me sens mieux comme ça et puis voilà, je suis très bien dans ma vie comme ça, j'ai aucune pression. Je suis voilée, je suis quelqu'un qui est indépendante et qui a des responsabilités, donc je sors tous les jours, je rencontre les gens, je vois les gens. J'ai ouvert moi-même mon entreprise, je suis chef d'entreprise, je m'assume parfaitement et étant donné que je suis le patron, mon niqab ne pose problème à personne, même pas à mes employés. Avant de vous laisser compléter cet extrait, je vous lis. Ces femmes européennes qui décident de porter le voile intégral ne se refusent pas pour autant à faire du sport, à aller au cinéma, à sortir au restaurant. Elles se veulent modernes mais ascétiques, engagées dans une voie spirituelle rigoureuse. Si elles n'étaient pas d'origine maghrébine, subsaharienne ou pakistanaise, elles auraient pu choisir de devenir gothiques, néo-bouddhistes, néo-hindouistes, de se lancer corps et âme dans un groupe New Age, de devenir végétaliennes, de se teindre les cheveux en jaune paille, de faire 10 heures de méditation par jour et de réciter des mantras. L'islam était à la fois plus proche d'elle, nostalgie des racines et dérobée, racines perdues, par conséquent plus désirable, mystérieux et en même temps certes sulfureux et provoquant. On va se faire des amis en ayant cette discussion. Je suis désolé pour vous, hein. Moi c'est déjà fait. mais je crois que c'est aussi extrêmement important dans la période que nous vivons de pouvoir dire ça aussi. Même si dans mon paysage visuel, ça peut me gêner dans la culture qui est la mienne. Comment est-ce qu'on complète l'extrait que l'on vient de voir et l'extrait que je viens de lire? Si vous voulez, vous dites que ça vous gêne. Eh bien, à vrai dire, moi, ça me gêne aussi. Parce que ce n'est pas non plus ma culture, ce n'est pas ma manière d'être. Néanmoins, justement parce que je suis libéral, au sens de Benjamin Constant, j'essaye de comprendre quelle est l'intentionnalité de l'autre, au-delà de ce qui me choque. Effectivement, moi, j'aimerais pas que ma fille porte un voile intégral de cette manière-là, ou même mon entourage, ça me serait difficile, mais néanmoins, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et je me rends compte que ce n'est pas le phénomène que j'imaginais. C'est-à-dire, par exemple, on imagine que ces jeunes femmes appartiennent à des groupes, des groupes islamistes, les frères musulmans, enfin, on a toute une série de mots pour décrire ça, alors que justement, une de leurs caractéristiques, c'est que ce voile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est un voile de distinction. C'est-à-dire qu'elles cherchent à se distinguer aux yeux de Dieu, elles cherchent à se distinguer aux yeux de leurs contemporains, elles cherchent à être différentes, finalement c'est quelque chose d'ultra-moderne. Et du coup, elles ne sont pas prosélytes, par exemple. Elles sont complètement... Parce que si tout le monde se mettait à le porter, ça serait beaucoup moins désirable dans leur désir d'être. Alors, c'est extrême, on peut même dire que c'est excentrique, on peut même dire qu'à un certain niveau, on pourrait analyser quel type de problème ça pose socialement, mais néanmoins, c'est un voile qui est détaché de ce qu'on appelle habituellement l'islamisme, c'est-à-dire justement de l'idéologie qui peut conduire à la politisation et qui peut conduire au combat. Ce qui est vrai, là, le documentaire date de 2010, c'est d'un travail antérieur sur cette année.
sur cette année avant 2010. Est-ce qu'en 2015-2016, après ce qu'on a connu comme terrorisme, et notamment dans les acteurs de ce terrorisme-là en 2015, est-ce que le discours est aussi sociologique que ça? Malheureusement, ça a un petit peu changé. Justement, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour essayer de mettre en garde quand même notre société et ceux qui ont la responsabilité de diffuser des discours publics, de mettre en scène cette idée de guerre de civilisation, islam contre Occident, contre modernité, etc. Parce que, à force de viser ces jeunes femmes, à force de viser ces fondamentalistes, qui sont peut-être extrêmes, qui sont peut-être impressionnants, mais qui n'ont rien à voir avec ce rapport au terrorisme, à force de les viser, on finit par induire des formes de frustration et des désirs de vengeance qui peuvent aboutir à des glissements, pour le coup. Et aujourd'hui, quand on interroge ces jeunes femmes, ce ne sont plus les mêmes qui mettent le voile intégral. Ce sont certaines d'entre elles qui ne le mettaient pas avant et qui vont le mettre justement par un désir de dire « mais j'ai absolument pas le droit, on a le sentiment qu'on est visé, qu'on nous empêche d'eux, donc je le fais aussi pour ça ». Et donc là, on a vu que ça avait fini par changer un petit peu. Et ça, je trouve que c'est un vrai risque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à force de viser les musulmans, à force de les regarder comme s'ils étaient suspects d'être des terroristes potentiels, alors que ce n'est pas ce qui est en train de se passer, comme je le disais, alors que ce n'est pas ce qui se passe, ça crée une atmosphère nauséabonde. Ce qui crée une atmosphère nauséabonde, surtout, c'est l'idée selon laquelle plus on serait musulman intensément, plus on serait terroriste potentiel. Alors que les choses ne fonctionnent pas de cette manière-là. C'est-à-dire, au contraire, plus on est musulman intensément aujourd'hui, dans ce nouveau fondamentalisme que j'évoquais, moins on a de chance d'être plutôt dans le terrorisme. Alors qu'à côté de ça, des nouveaux voyous qu'on va représenter comme étant potentiellement musulmans parce qu'ils sont d'origine maghrébine, vont, justement parce que l'islam est représenté comme étant antisocial, désirer devenir ces terroristes. Ils vont en fait construire ce que moi j'appelle une religion du djihadisme, dans lequel, une fois qu'ils sont devenus djihadistes, ils vont picorer des petites choses qui les avantagent, le paradis, des petites choses qui vont justifier leur action. Est-ce que cet élément de la réflexion globale, quand on est un gouvernement et qu'on a à régler des questions de sécurité dans un pays qui est attaqué à ce point par le terrorisme, est-ce que cet aspect des choses vous semble entendu de la part des autorités au ministère de l'Intérieur, chez le Premier ministre, etc. Ça me semblait avoir été entendu après janvier, puisque en janvier, j'étais le premier à être auditionné par la commission parlementaire de surveillance des filières et réseaux djihadistes. Et j'ai senti que mon discours avait été entendu. J'ai fait le tour d'un certain nombre de ministères. J'ai rencontré Laurent Fabius, j'ai rencontré d'autres ministres, Patrick Caner, à la ville. Et puis, je sentais il se passait quelque chose. On n'a pas fait grand-chose, à vrai dire. On n'a pas mis en place ce que moi je proposais. Et après novembre, je me suis rendu compte qu'on était très proche, peut-être trop proche des élections. Et que même au ministère de l'Intérieur, où j'avais pu être compris par M. Cazeneuve, qui était très compréhensif vis-à-vis de tout ça, eh bien, ça a changé. On était dans une logique d'urgence. On part en guerre, d'urgence, mais avec des mesures qui n'ont rien à voir. Moi, je ne suis pas contre les mesures d'urgence, mais qui n'ont rien à voir avec, par exemple, quand on parle de binationalité, ce rapport à la binationalité. Mais qui peut croire qu'un individu qui est prêt à se faire sauter va avoir peur qu'on lui enlève la nationalité? À la limite, faire ça... Même Taubira n'y croit pas. Mais je vais vous dire, mais faire ça, même je vais plus loin, et c'est peut-être grave ce que je vais dire, c'est que faire ça, c'est se faire l'agent indirect du marketing, du recrutement de Daesh. Parce que ce que veut Daesh, c'est vraiment donner le sentiment qu'il y a une guerre intestine de civilisation, créer les conditions de la frustration pour qu'il y ait ces glissements, et que les musulmans se sentent visés en tant que tels. Et là, c'est ce qui est fait dans notre politique. Donc, pour moi, à proprement parler, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que c'est une politique qui est irresponsable. Parce que c'est une politique qui est à tel point démagogique, parce que peut-être que la gauche, justement, a tellement baissé dans les sondages que ça serait la seule possibilité. Mais je trouve que c'est irresponsable parce qu'on crée les conditions d'émergence, de désir de vengeance, avec éventuellement des attentats qui, pour le coup, ne pourront plus être contrôlés. Vous êtes bien un gauchiste, vous, hein?
Bon. Bon, c'est ce que vous dites. Ça, c'est l'un des aspects de votre livre. Et il y a un autre aspect, c'est effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de guerre des civilisations, c'est intéressant d'ailleurs de voir que la notion apparaît au tournant des années 50, au moment de la guerre, de Suez. Oui, tout à fait. Voilà, c'est à ce moment-là que la notion de guerre des civilisations apparaît, et c'est au moment où l'Occident se prend une belle claque à Suez. Donc, je voudrais qu'on termine avec un point, et votre livre est formidable parce que vous essayez de rebâtir quelque chose à partir du moment où on se dit il n'y a qu'une civilisation, mais comment on fait pour gérer cette civilisation? Donc vous êtes pour une gouvernance mondiale que vous définissez très bien, vous êtes pour la fin des États-nations, et vous avez aussi une articulation dans votre argumentaire qui consiste à dire de toute façon on s'aperçoit que les États-nations c'est quelque chose qui est désuet, parce que qui est attaché à des idées anciennes, mais surtout l'État-nation c'est quelque chose qui sert beaucoup les multinationales. Et vous dites, par exemple, vous écrivez par exemple ceci: de telles barrières administratives ne profitent en réalité, donc vous parlez des droits de douane, etc., qui sont du domaine du régalien. Vous dites, de telles barrières administratives ne profitent en réalité qu'à la petite minorité à laquelle elles ne s'imposent pas. Ces SDF sans domicile fixe, millionnaires d'un nouveau genre, n'ont pas du tout intérêt à ce que tout le monde puisse bénéficier des mêmes opportunités. Pour que leur propre mobilité soit plus effrénée, plus profitable, ils ont besoin de la relative immobilité des autres. Ils ont besoin du goulot d'étranglement de l'État-nation, de son filtrage, des droits de douane, des différences de législation sociale, des fiscalités et des cours monétaires. Oui. Ah oui, clairement, quand on essaye de voir quels sont les... Quand on dit la mondialisation, c'est l'horreur, parce que c'est la finance, parce que c'est la guerre internationale, etc. Je dis, si on regarde encore une fois de plus près, on se rend compte que ce n'est pas la mondialisation le problème. C'est le manque de régulation globale, de gouvernance globale, parce que s'il y a une finance internationale, c'est parce qu'il y a différentes places financières. Il y a l'ONU, il y a la Banque mondiale. Mais qu'est-ce que c'est que l'ONU? L'ONU, l'Assemblée générale des Nations Unies, des Nations Unies, pardon, ce n'est qu'une chose. C'est juste une sorte d'endroit où les exécutifs, les gouvernements nationaux répercutent leurs intérêts dans des rapports de force, puisque ce sont des diplomates en service commandé finalement. Moi, ce que je propose, c'est quelque chose de très simple, quelque chose qui a l'air d'être utopique, mais finalement quand même possible, c'est de faire un vrai Parlement mondial en prenant des délégués, comme on le faisait avec l'Union européenne au début, en prenant des délégués des différents parlements. Certains sont mal élus parce qu'il n'y a pas de la démocratie partout, mais néanmoins, le seul fait de faire ça, en ne donnant aucun pouvoir, parce que personne n'accepterait de donner quelque pouvoir que ce soit à ce type de Parlement, mais le seul fait que ça existe, ça créerait des familles politiques avec des gens qui seraient plus écologistes, qui soient russes, qui soient américains ou qui soient africains. Ça créerait des gens qui sont plus à gauche, peut-être gauchistes comme vous dites, ou d'autres qui seraient plus à droite. Non, c'est pour vous taquiner. Voilà. Je pense que vous êtes d'abord quelqu'un qui réfléchit. Voilà. C'est gentil. Et donc, vous êtes un réfléchiste. Un réfléchiste. Et donc qu'est-ce que ça créerait une contrainte. Ça créerait juste une sorte de contrainte, on pourrait dire une contrainte culturelle pour les États, et qui serait le premier pas vers une forme de gouvernance. Presque de l'ordre de l'obligation éthique. Exactement. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Qu'est-ce? Alors j'ai pris un livre, c'est assez banal. J'ai pris un livre, non mais c'est un livre qui est, vous remarquerez qu'il est assez vieux, et dedans il y a une petite lettre dans ce livre. C'était un livre qui n'était pas disponible, qui est du philosophe britannique que je préfère, qui s'appelle Alfred North Whitehead. Et ce livre, je le parcourais tout le temps, et un jour je l'ai perdu dans le train. Et en cours, je suis arrivé en cours en étant vraiment furieux, et même triste et furieux à la fois. J'en ai même voulu aux étudiants, comment se fait-il, comment on a pu me voler ce livre? On m'a volé mes affaires, mais la seule chose à laquelle je tenais vraiment, c'était ce livre. Et il y avait une étudiante apparemment dans ce cours, je n'avais pas remarqué. Et plusieurs années plus tard, parce que je l'avais aidée à rentrer dans une université britannique, elle avait passé son temps à rechercher ce livre, et elle a finalement retrouvé ce livre dans ce qu'on appelle un second-hand shop, et elle m'a envoyé le livre en me remerciant, en mettant cette petite lettre. Je n'ai jamais pu la joindre à nouveau, puisqu'elle n'a pas mis son adresse, mais je garde tout le temps ce livre avec moi, que je lis régulièrement. Ça sert la raison? Voilà, ça sert, exactement. Pascal, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisin? Dans la demi-heure, hein, Oui, j'entends bien. Justement, j'entends bien. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rassérénant. Ce qui ne veut pas dire tranquille. C'est-à-dire que je crois que, vous le disiez en préambule, il ne s'agit pas du tout d'être angélique. Vous parliez de cette sécurité, vous parliez... moi, ma première intervention en milieu scolaire, il y a une vingtaine d'années, je manquais sûrement considérablement de recul sur ma propre pratique, c'était au collège Gabriel Avez,
suite à la première, ce qui est, enfin, à mon sens, la première histoire de voile islamique en France. Et j'ai pris conscience de quel cataclysme ça pouvait produire sur un établissement scolaire. Une salle des profs qui était en état de quasi-guerre civile parce que personne n'était d'accord, une instrumentalisation, enfin qui allait bien au-delà de ce cas-là. Et finalement, j'ai deux positions, qui me permet de la clarifier. Cette position qui est de dire, moi ça me choque. Enfin, ce n'est pas ma culture, vous le disiez tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui est comme ça, qui est un peu, que je trouve, qui me représente pas dans ce que j'aimerais, de ce que soit notre société. Mais finalement, je le comprends. Je le comprends, je l'admets. Attention, parce que comprendre, c'est déjà... C'est sûr. Mais alors, est-ce que je l'admets, ça vous va? Ah non, mais moi, ça me va. Ah non, mais moi, je pense qu'on a le droit de comprendre, hein, d'expliquer ça. Je vais faire les mêmes avis que vous, c'est ça, en disant ce terme-là? D'accord. Et pour vivre aussi sur un territoire où il y a beaucoup de gens qui... très contrastés, avec des cultures différentes, en fait... Ce que je trouve très rassérénant dans votre titre, c'est qu'au quotidien, sans angélisme encore une fois, je trouve qu'on le vit plutôt bien, en fait. Au-delà des foyers radicalisés, fondamentalistes, au-delà... c'est pas quelque chose qui est... on peut encore se croiser. C'est ça. Ce qui est déjà pas mal. C'est essentiel. C'est déjà pas mal. On fait une pause musicale et on continue cette conversation sur le théâtre. On fait une pause musicale avec Keren Han, née en Israël, grandie aux Pays-Bas, vit désormais entre Paris et New York. Elle a déjà plusieurs albums... son actif, au moins 6 ou 7, et c'est le métissage entre toutes ces... Enfin, donc il n'y a pas de civilisation, pour le coup, Israël, Pays-Bas, New York, etc. En 2003, elle était sur le plateau des Mots de Minuit avec un titre, Sailor and Widow, Keren Han. He was a sailor at sea, a sailor of love, and he thought he could save her. Save from innocence up and above, cause he never knew freedom, and under the Duffet he stayed for a lifetime without any government help or assistance. She was a widow, she never left home before 7 a.m. She looked by the window, she managed to cry but to never feel blame for the death of her husband who died in a flame by the house of the river, although he remained in a reasonable distance. All the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. The children she liked to invent for the life they were living was openly bent. All they had was each other. He brought her flowers, a flash in the pen as she didn't reply, and he waited for hours until she accepted to offer her a smile and a terrible whiskey she had for a while that she'd sip every morning for breakfast inside since the month of December. They used to tango, jump and parade until midnight or more. She convinced him to Fargo, drank lemonade with some aqua liqueur. Then she kissed him goodbye and attended the shore, and she lit a big fire like never before by the house of the river. All the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. They all came together and all the children played around the neighborhood. All the children played around the neighborhood. The children she liked to invent for the life they were living was openly banned. All they had was each other. She was a widow again. She never left home before 7 a.m. She looked by the window. She managed to cry but to never feel blame for the death of her husband who died in a flame by the house of the river, although he remained in a reasonable distance.
she liked to invent for the life they were living was openly bad. All she had was herself. Voilà, Keren Ann, on va parler avec vous de... c'est quoi, c'est Near Death Experience, hein, c'est ça le... Il n'en a pas eu, Mathieu. Non. Il le regrette beaucoup. Beaucoup. Je trouve que ça m'a gâché ma réanimation. Vous n'êtes pas allé au bout alors? Non, pas complètement. Comment fait-on quand on n'est allé pas vraiment très loin, mais pas mal quand même, hein, donc le contact avec la mort, comment fait-on pour se décider à écrire là-dessus? Parce que on imagine que c'est tellement intime, tellement personnel, que pour essayer de leur donner, de leur partager, qu'est-ce qui se met en place pour que... Je dirais qu'il y a au moins deux phases. La première phase qui est celle de l'expérience traversée, vécue, où finalement c'est tellement irréel, tellement au lointain de ce qu'on pouvait attendre, qu'on traverse ça comme une expérience littéraire en fait. C'est vraiment le souvenir que j'ai des premiers mois. Je serais incapable de vous donner des détails chronologiques, mais je me disais, mais ça serait une matière tout à fait intéressante. Et puis, il y a la deuxième phase, celle qui est de la guérison, où là, on se rend compte que c'était pas tout à fait une expérience littéraire, parce que le danger de mort, finalement, moi, je l'ai vécu beaucoup plus tard. Je l'ai vécu presque un an et demi après que tout ça soit terminé. Et là, le fait de le transformer en expérience littéraire participe plus d'une reconstruction que véritablement d'une volonté d'écrire quelque chose pour que ce soit publié, joué. C'était à usage intime, si je puis dire, pour quelques proches et puis pour moi. Et en fait, après, c'est la rencontre avec d'autres auteurs qui m'a permis de comprendre que derrière cette expérience extrêmement intime, qui pourrait être très anecdotique, parce que finalement c'est extraordinairement banal d'être confronté à la mort. Oui, mais de si près, moins banal. certes, mais c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. C'est revenir qui est moins banal. Peut-être. Parce que finalement tout le monde y passe. Oui. C'est ça. Cette hypothèse de la mort, elle est courue par tout le monde. Hein. Elle est un essentialisme. C'est ça. Je veux quand même qu'elle soit pas très hypothétique d'ailleurs. Mais et finalement, quand la biographie s'éloigne, quand ça devient plus quelque chose de personnel, mais que ça fait écho, par exemple, à certains textes de Semprin qui m'ont beaucoup accompagné, comme Le Grand Voyage, qui font écho à certaines poésies que je peux aimer par ailleurs. Il y a quelque chose qui nous pousse à écrire non plus ce souvenir, mais le mécanisme de ce souvenir. Qu'est-ce qui fait que 7 ans, puisque maintenant ça fait 7 ans que j'ai traversé cette expérience, qu'est-ce qui reste de ça en soi? Et finalement, le déclencheur, c'est de se dire, est-ce que c'est un parfait étranger que tout ça est arrivé? Alors on va regarder un extrait de cette pièce qui sera visible à Paris jusqu'à quasiment fin mars. Jusqu'à fin mars, Fin mars au Théâtre des Déchargeurs. C'est la mannequin, c'est cette scène intermédiaire. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure à Pont-Sainte-Maxence, avec vous, la compagnie Le Tour du Cadran. Le Tour du Cadran. Pourquoi vous appelez Le Tour du Cadran? Déjà, un rapport au temps, évidemment. C'est-à-dire que finalement, plus que cette expérience, je ne sais pas si elle transforme, mais en tout cas, elle m'a changé radicalement dans mon rapport au temps. Et on cherchait avec Vincent, donc Revert, mon frère, et le co-directeur de la compagnie, on cherchait une référence au temps. Et dans Le Tour du Cadran, il y avait quelque chose qui nous plaisait bien, comme un temps finalement qui s'impose de lui-même sans qu'il y ait besoin de lui courir après. C'est marrant parce que dans le Midi, il y a une expression qui dit tourner cadran, qui veut dire devenir fou. Ah, donc, je l'apprends. Je vois que monsieur n'a pas vu la pièce, mais attends. S'il y a un rapport. Sûrement. On va regarder un extrait d'I Feel Good. Tu as entendu? Le chef de la réanimation t'a appelé par ton vrai prénom et ton vrai nom, et du premier coup avec ça. Il a surtout dit les mots qui transforment un mirage en réalité. L'idée de la maladie en maladie. Il a appelé un chat et la mort, la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que le pronostic vital est engagé. Ah, bah oui, c'est ça, tu vois, je te l'avais dit. Tu veux jamais me croire. Et je les sens, ces choses-là, moi. C'est un don, j'ai pas de mérite, mais je te l'avais dit ou non. Il est vraiment très beau. Je sais pas si je le trouve beau parce que c'est le chef de la réa, ou s'il est beau tout court, s'il n'était pas médecin et chef de la réa, je veux dire. Bon alors? Alors quoi? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir le pronostic vital engagé? Il est toujours engagé de manière générale dès notre naissance, notre pronostic vital, non? C'est la morphine qui te rend hargneux?
Tu pourrais affirmer que dans ta vie d'avant la réanimation, tes probabilités de mourir ne furent pas déjà plus élevées? Tu sais, moi, les itinéraires, c'est comme les chiffres, j'imprime pas. Arrête avec tes chiffres. Ce sont les circonstances qui comptent, pas les statistiques. Et personne n'a jamais déboulé et ne déboulera jamais avec sa blouse blanche et son air contrarié dans ta voiture pourrie pour te dire que ton pronostic vital est engagé alors que ton pneu s'apprête peut-être à crever sur la file de gauche de l'autoroute. Dans l'avion quand il décolle, dans ta cuisine, quand tu avales de travers, mais sur la plage quand la vague t'emporte, ou que tu t'engages sur le passage piéton sans avoir vu l'autobus. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une blouse blanche pour te dire que ton pronostic vital est engagé? Non. Ben voilà. Vous êtes sur scène là avec Aude Léger, oui, qui est la troisième personne du groupe. La morphine? La morphine, c'est dans cette expérience morphinique, c'est de cette expérience morphinique que vient le titre, en fait. I Feel Good, qui n'est pas juste une ironie, comme ça, dans la contradiction qu'elle pourrait sous-entendre. La morphine, pas du tout. Et du jour au lendemain, je n'ai pas eu de manque, justement. Et donc, cette expérience morphinique a été pour moi sonore. Ce furent des hallucinations sonores que j'ai connues dans ma chambre, puisque les bruits des différentes machines de la réanimation mélangés à cette morphine m'ont donné l'impression en fait, que les musiciens de James Brown étaient dans ma chambre et jouaient rien que pour moi un funk, un morceau funk qui n'en finissait pas de finir. Et je crois qu'on dit du funk, c'est une musique qui réveille les morts. Alors ce qui peut être très agréable comme ça de prime abord, mais quand c'est systématiquement tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde. C'est gonflant. Oui, très. Ouais. Je n'en retiens pas rigueur parce que je continue à en écouter. Alors là, vous avez évoqué du noir dans la possibilité musicale, mais le blanc, par opposition, est central dans les trois spectacles que vous avez composés à vous trois. Pourquoi est-ce que le blanc apparaît comme étant un repère? C'est maintenant évident et en fait ça nous met ça. Donc il y avait L'étoffe des souvenirs, Moby Dick, une obsession, et puis I Feel Good aujourd'hui. Et Le Grand Voyage. Et Le Grand Voyage. En fait, L'étoffe des souvenirs, c'est le titre générique du triptyque. Donc effectivement, Moby Dick, une obsession, variation autour de l'œuvre de Melville. Le Grand Voyage, d'après le roman de Semprin, et puis donc I Feel Good. Au départ, ça devait être un diptyque. Et il devait y avoir Semprin et le I Feel Good. Et on a rencontré, si j'ose dire, Melville un peu par hasard. C'est Melville qui a été le chaînon manquant quand on s'est aperçu que cette baleine blanche fantasmagorique, cet hôpital, le mien, et cette neige chez Semprin qui est pour lui l'élément de la réminiscence. Dès qu'il voit neiger, ou même qu'il éprouve un sentiment de froid, il est renvoyé au camp de Buchenwald. Et il nous a semblé, à partir de ce moment, évident que ce diptyque deviendrait triptyque, et que le blanc serait le fil conducteur, j'allais dire le fil rouge, mais des trois propositions. Semprin, il a publié un livre qui s'appelle L'écriture ou la vie. Il était l'invité de Laura Adler. Et justement, vous voulez parler de Buchenwald. Il était dans le cercle de minuit, c'était en novembre 1994. Georges Semprin. Nous avons tous eu l'impression que la mort n'était pas quelque chose, la survie n'était pas un accident dont on aurait réchappé. Le survivre, c'était revenir, c'était d'une certaine façon ressusciter, que la mort était derrière nous. Une fois que le 11 avril 1945, nous avons été libérés. À partir du moment où la libération a eu lieu, vous étiez comme un dieu. Plus rien ne pouvait vous atteindre. À partir du moment où la libération est arrivée, c'était cette impression-là qui prédominait. Que la mort était derrière et que donc chaque journée qui passait nous éloignait de la mort. C'est-à-dire qu'en vieillissant, au lieu de nous rapprocher, nous nous éloignions de la mort. Et c'est une impression qui a duré très longtemps. C'était terminé, elle ne pouvait plus jamais vous approcher. Non, on était provisoirement immortels, oui. Et en même temps, toujours là, obsédante, vous terminez votre livre par Primo Levi. Or, Primo Levi, si c'est un homme, un livre magistral sur cette expérience, eh bien, Primo Levi, très âgé, est mort dans l'escalier de sa maison. On n'a jamais su si c'était un suicide. C'est certainement un suicide. C'est certainement un suicide. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que cette mort a fini par se rapprocher au lieu de s'éloigner et qu'elle l'a rattrapé. Alors que lui avait réussi à écrire très vite. Et d'une certaine façon, il a dit « Je suis revenu à la vie à travers l'écriture ». Eh bien, 40 ans plus tard, la mort l'a quand même rattrapé.
Vous comprenez donc, ça nous étions dans... Je comprends très bien. Je comprends très bien, parfaitement bien. Parfaitement bien. Donc c'est pas l'écriture ou la vie, c'est l'écriture et la vie. Exactement. Si on était très pédant, on ferait comme certains traités sociologiques, on dirait l'écriture et, ou la vie, bien sûr. J'ai toujours une grande émotion en écoutant Semprin. D'abord, préciser qu'évidemment, il n'y a rien de comparable entre nos expériences. Parce que, dans un contexte où tout est fait pour qu'il périsse, et moi, tout est fait pour que je vive, et que ça serait obscène d'imaginer qu'il puisse y avoir une comparaison. Semprin, il m'a beaucoup aidé pour venir à l'idée de cette écriture, presque. Je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi pour comprendre qu'en fait, il était très compliqué, une fois que cette expérience était traversée, d'en parler avec d'autres. Et que lui dit constamment « je ne veux pas devenir un ancien combattant ». Peut-être que j'ai écrit ce texte pour pas devenir un ancien combattant de la Réa, justement, comme quelqu'un qui, constamment, en sortant de Réa, on a tout le temps envie de parler de Réa. J'ose même dire dans le texte, à un moment, j'ai de la nostalgie de la Réa. Alors maintenant, je l'ai plus parce que ça passe, parce que ça fait 7 ans, parce que la vie a repris, parce que... Voilà. Mais c'est vrai que certains éléments sont très troublants, parce qu'il y a même une honte post-Réa à avoir la nostalgie de la Réa. Je lis ceci, j'ai retrouvé ceci quand je fais mes découpages, je découpe déjà. Et c'est Adieu vive clarté, c'est un hommage à Georges Semprin, rendu par Régis Debray dans le journal Le Monde, c'était en 2011. Et Régis Debray écrit ceci à son ami: cette familiarité avec la grande H, techniquement celle de l'impressionniste avec le paysage, a sans doute fait d'un communiste décilé, quoique sans repentance, un pronostiqueur au redoutable 6e sens. Tu tirais la sonnette d'alarme avant les autres, sans illusion sur la chose trappe à venir. Un homme qui a toujours 20 ans d'avance dans la détection du faux semblant, c'est un peu agaçant, et cela nous a amené parfois à nous disputer sur l'inessentiel. Tu ne m'en as pas trop voulu. Voilà ce que dit Debray sur Semprin en 2011. En plus, ce qui est fascinant chez Semprin, c'est que il est philosophe, hein, sa formation est une formation de philosophe. Il a traversé tous les grands courants historiques du XXe siècle en étant, non pas l'observateur, mais l'acteur. Et il a toujours considéré que le récit de tout ça passait par une forme romanesque. Et c'est ce que je trouve sidérant dans son parcours, parce que réussir à constamment imaginer que c'est une transmutation artistique qui va faire qu'on va pouvoir raconter, et que au-delà de la réalité de ce que lui-même avait vécu, ce qui n'importait d'aller chercher, c'était la vérité de cette expérience. Il y a quelque chose, je trouve, d'assez... moi qui m'aime beaucoup dans son œuvre. Je voudrais vous terminer ce moment de l'émission avec votre... Tout à l'heure, en présentant l'émission, je parlais du combat des idées. On a bien vu que ce combat pouvait être sulfureux parfois. Hein, et je parlais des volontés de terrain. Et je voudrais qu'on parle du terrain d'intervention qui est le vôtre. Ces communautés de communes. Hein, cette ville, Pont-Sainte-Maxence, près de Compiègne, avec bien, vous disiez tout à l'heure, avec des gens aux cultures extrêmement différentes qui se croisent encore. Hein. Et vous en avez fait un film documentaire. Et je voudrais qu'on retrouve une personne qui est aujourd'hui une habitante de Pont-Sainte-Maxence. Donc vous avez été interroger des gens ordinaires, des gens qu'on croise. Et c'est un film que vous avez fait en mars 2012. Et puis on a des gens qui viennent de partout. Tout à fait. Portugal, Tunisie, Maroc ou Guadeloupe. Et voilà ce que ça donne. Je viens de la Guadeloupe. Au début, j'habitais dans le 93, à Sevran. Et puis après, mon mari a décidé de construire. On nous a emmené à Pont-Sainte-Maxence. Bon, ça s'est fait. Mais quand on a commencé, j'ai dit où est-ce que mon mari m'a emmené dans cette ville. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de viande. J'étais obligée de ramener ma viande de Paris. Des craies, oui, c'est ce qu'on fait. Moi, j'allais acheter ma viande toujours à Paris, à Château-Rouge. Ah, oui. Moi, c'est Barbès. Ou au Hall. Trouver le halal.
Et puis avec le temps, je me suis adaptée. Et puis maintenant, j'irai nulle part autre que de rester à Pont. Même mes enfants. On s'habitue, c'est normal. Même ma fille qui est partie dans le 92, pour elle, c'est de revenir à Pont. Parce qu'ils ont été élevés, ils se sentent bien, nous aussi. Je me suis adaptée avec la ville, avec les commodités. Et puis surtout le train. Oh là 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 là, la galère des trains. Et puis c'est les Michelin. Quand ils partaient de Pont, toujours en retard. Et quand il arrivait à Rieux, les gens, hein, quand l'expression n'est pas galvaudée, que nous disent ces gens que vous avez croisés dans ce documentaire et que nous disent ces gens de là où votre scène est intermédiaire? Ils disent que contrairement à ce qu'on imagine, chacun n'a pas envie d'être chez soi seul en attendant que le film commence, le film du soir entrecoupé de publicité. Ils disent aussi qu'ils ne sortent pas à n'importe quel prix et que pris dans justement les lourdeurs de certaines vies, parce que là on en rigole, mais c'est des gens qui ont... Enfin, cette dame en rigole d'ailleurs, nous on n'en rigole pas du tout. Enfin, on rigole avec elle, plus exactement. On en rigole avec elle, c'est ça. C'est que... Je ne vois pas comment, dans des territoires comme les nôtres, la communauté de communes c'est 35 000 habitants, les théâtres ne peuvent pas être au centre. C'est-à-dire que quand je dis au centre, ce n'est pas eux qui décident de ce qui s'y passe. C'est suffisamment ouvert pour que ces gens, justement, puissent nous rejoindre. Alors, sur certaines de nos propositions, comme I Feel Good, sur une saison, mais aussi sur des choses qu'eux-mêmes peuvent porter et qui, tout d'un coup, deviennent... Ça veut dire que vous allez dans les écoles, vous allez dans les, oui. Dans les collectivités? Tout à fait. On va à peu près là où... partout où il est possible d'aller, mais... pas pour y aller. On se méfie beaucoup du saupoudrage, on se méfie beaucoup de la bonne conscience aussi. Parce qu'aller rencontrer quelqu'un, c'est pas juste aller chez lui, c'est se donner le temps de le rencontrer, c'est savoir d'où il vient, c'est savoir ce qu'il veut. Quand on confie une rencontre à quelqu'un, on lui demande en fait que cette rencontre soit nourrie par aussi son propre travail de création. C'est ce qu'on fait avec Vincent, mon frère, mais on a ouvert le cercle des gens qui interviennent à ce qu'on a appelé collectif d'artistes. On ne trouve pas mieux, ça veut dire ce que ça veut dire, mais des gens qui ont en commun ce goût d'abord de créer, avec une exigence, mais... en fonction du lieu où... Mais alors, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, mais en trouvant les conditions pour que ça puisse rayonner et que ça puisse aller rencontrer le public. Oui, ou alors... en imaginant que ça ne le soit pas, mais trouver les moyens pour que d'autres personnes nous rejoignent et que ça résonne pour chacun des gens rencontrés. Ce qui ne marche pas tout le temps, hein, il faut être honnête, mais ce qui marche souvent. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'en ai un. Alors, ce n'est pas une montre, j'en porte jamais. C'est un cadran, évidemment. Un cadran qui m'a été offert par un être cher, il y a peu de temps d'ailleurs, évidemment un clin d'œil au nom de notre compagnie, le Tour du Cadran, mais aussi parce que le cadran, un peu comme le titre de votre ouvrage, a quelque chose de très rassérénant. C'est qu'en fait, on a la chance de beaucoup travailler, d'être très pris, et avec un cadran, on est à peu près à l'heure. Il est à peu près entre 14h et 15h, il est à peu près... et je ne savais pas qu'une fois que le tour était fait, on devenait fou, selon... Hein. Mais, je ne sais pas. Et ce cadran est très précieux pour tout ça, et parce que moi j'avais un problème vraiment avec le temps justement de ponctualité, c'est une lutte constante, et là j'étais à l'heure chez vous. Hein. Je remarque, et je le dis à tous ceux qui vous entourent et qui pensent que ce n'est pas le cas, ou que ce n'est pas toujours le cas. Mon frère m'a offert une montre, lui, vous voyez, donc je pense que c'était un signal envoyé quant à ma ponctualité, justement. Mais la Micheline sera en retard. Bon. Certes. Qu'avez-vous entendu de votre voisin, Raphaël Liogier? J'ai entendu qu'il fallait tenir compte, encore une fois, des désirs des populations, et beaucoup plus que partir des a priori qu'on a, y compris sur ce qui est supposé être désirable par le haut. Enfin, on voit qu'il y a peut-être une des erreurs d'ailleurs de la politique culturelle en France. Ça a été pendant des années de trop être dans une politique de l'offre et pas assez, comment pourrait-on dire, dans une politique de la demande. Et à l'évidence, vous êtes dans une politique de la demande. C'est-à-dire que vous allez à la rencontre des désirs des gens là où ils sont. Alors, rencontrer un désir, parfois, c'est le susciter aussi. C'est-à-dire que parfois, des gens rencontrent des œuvres d'art sans imaginer qu'elles puissent les faire vibrer.
Exactement. Et en même temps, moi, c'est ce que je vois aussi, même dans mon travail sociologique, c'est le fait d'entrer en contact avec les gens, c'est le fait de les reconnaître, de reconnaître qu'ils ont aussi un désir. Tout à fait. De reconnaître qu'ils existent, qu'ils ont ce désir, et donc ça permet, à mon avis, ça permet peut-être même de nourrir votre travail, votre œuvre. Complètement, oui, bien sûr. Non, ça le nourrit complètement. Le documentaire qu'on a vu est vraiment dans cette idée, justement, de donner la parole plus que de la prendre pour en faire un matériau artistique. Enfin, en soi, cette parole avait son existence, et ça a été notre acte fondateur quand nous nous sommes implantés. On avait envie de rencontrer les habitants avant de commencer à créer. À Pont-Sainte-Maxence. Pont-Sainte-Maxence, communauté de communes des Pays d'Oise et d'Alat. À votre cadran, c'est la fin de cette émission. Merci messieurs. Merci je renvoie à votre lecture, je renvoie à votre spectacle au Théâtre des Déchargeurs jusqu'à la fin du mois de mars. Fin de cette émission, on se retrouve dans une quinzaine de jours. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, ni en Iran d'ailleurs, où on exécute allègrement des personnes mineures. Et puis, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises, mais ça, vous le savez. Mais accessoirement, on atteint des records ici pour le nombre de gens qui, dans les prisons françaises, c'est en France, c'est chez nous, qui dorment à même le sol sur un matelas. Là, pour le coup, on a un record, quelle que soit la manière dont s'organise la surpopulation. Merci messieurs. Merci à vous. À bientôt. Dans une quinzaine de jours. C'était des mots de minuit. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.